3 mois, c'était la promesse. 3 ans plus tard, la guerre est toujours là. Mais que se passe-t-il quand le feu ne s'éteint pas parce que quelqu'un, quelque part, continue d'y verser de l'huile? Restez avec nous, ceci n'est pas un simple titre, c'est un moment charnière. Abonnez-vous et ne quittez pas cette histoire. Le samedi 24 janvier 2026, au palais de Koulouba à Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait face à 10 journalistes. Pas pour esquiver, pas pour adoucir, mais pour répondre frontalement à une accusation devenue virale. Avoir promis la fin de la guerre en 3 mois et avoir échoué. Derrière cette question, il y a plus qu'un calendrier manqué. Il y a des soldats envoyés au front sans armes. Une nation à qui l'on a demandé de courir alors qu'on lui avait retiré ses bottes. Et une guerre que le pouvoir décrit non pas comme un simple terrorisme, mais comme une bataille pour la terre, les ressources et le droit de choisir son propre chemin. Car ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso, également appelé le Faso. C'est une lutte entre dépendance et souveraineté, entre assistance imposée et dignité conquise, entre silence et voix retrouvée. Et au cœur de cet entretien, une phrase énigmatique surgit, comme une graine plantée dans le sol de l'histoire. Un albinos noir apparaîtra. Que signifie-t-elle et pourquoi maintenant? Pour comprendre cette interview, il faut d'abord revenir au point zéro, avant les promesses, avant les discours, avant même les accusations. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, le pays n'entre pas dans une guerre. Il y était déjà plongé, jusqu'au cou. Mais ce qu'il découvre dépasse le chaos ordinaire d'un conflit. Il découvre un État vidé de ses outils de survie. Face aux journalistes, au palais de Koulouba, le président ne commence pas par se défendre. Il décrit ce qu'il a trouvé. Et ce tableau est brutal. Dans tout le pays, dit-il, il y avait moins de 100 000 munitions de Kalachnikov disponibles. Quant aux armes elles-mêmes, à peine une centaine. Pas par unité, pas par région, pour tout le territoire. Comment fait-on la guerre sans armes? Comment protège-t-on un peuple quand les mains censées le défendre sont vides? Ce n'est pas une métaphore. Traoré affirme que certains soldats étaient envoyés en première ligne sans fusil, non pas par manque de ressources mondiales, mais par choix politique antérieur. Les armes existaient, mais elles n'étaient pas distribuées. Le sol était là, les graines aussi, mais quelqu'un avait décidé que la récolte ne devait jamais avoir lieu. C'est ici que la promesse des 3 mois prend un autre sens. Le président rappelle qu'il avait parlé d'une condition, si tout était mis en place. Or, rien ne l'était. Ni les stocks, ni la logistique, ni même la liberté d'agir. Très vite, explique-t-il, le nouveau pouvoir comprend que le principal obstacle n'est pas seulement militaire. Des forces étrangères sont présentes sur le sol national. Des discussions ont lieu avec des diplomates. Et le message, selon lui, est clair. La guerre ne doit pas finir trop vite. Elle doit rester gérable, contrôlable, utile. Traoré va plus loin. Il affirme que certaines puissances prétendaient combattre le terrorisme tout en soutenant, directement ou indirectement, ceux qui le nourrissent. Une guerre entretenue devient alors un système. Et dans ce système, l'instabilité n'est pas un accident, c'est une méthode. La rupture est rapide. Le pouvoir décide de se séparer des forces étrangères présentes sur le territoire, y compris françaises. À partir de là, dit-il, la vraie épreuve commence. Car une fois les tuteurs partis, il ne reste que le corps du pays, ses os, ses muscles et sa volonté. Le deuxième choc concerne les effectifs. L'armée existe sur le papier, mais elle est sous-équipée, sous-formée et psychologiquement brisée. Il y a plus d'hommes que de balles, plus d'uniformes que de fusils. C'est une armée debout, mais désarmée. La réponse du pouvoir est immédiate et progressive. D'abord, équiper ceux qui sont déjà là. Chaque soldat doit avoir une arme. C'est le minimum vital. Ensuite, recruter massivement. Chaque année, entre 10 000 et 15 000 nouveaux hommes rejoignent les rangs. Un effort colossal pour un pays déjà sous pression économique et sécuritaire. Mais l'armement ne se fait pas sans résistance. De nombreux pays refusent de vendre des armes. Les portes se ferment. Les conditions s'accumulent. Alors le pays se tourne vers ceux qui acceptent de vendre, sans imposer de chaîne politique invisible. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix de survie. Au fil des mois, l'équipement commence à arriver, lentement, puis plus régulièrement. Les 2 dernières années marquent un tournant. Véhicules de soutien, logistique, moyens de projection. L'infanterie est enfin équipée. Le pays peut respirer. Et pourtant, le président insiste. Ce n'est pas suffisant. Acheter, c'est dépendre. Alors une 3e phase s'ouvre, la plus ambitieuse, la plus dangereuse aussi. Produire. Produire ses propres armes. Produire sa propre défense. Créer une industrie militaire nationale. Pour Traoré, cette étape est décisive. Elle transforme l'armée d'un consommateur de sécurité
sécurité en producteur de souveraineté. Elle transforme la guerre défensive en choix stratégique. Elle fait passer le pays d'un chemin imposé à une route tracée par ses propres mains. Ce qu'il décrit n'est pas seulement une montée en puissance militaire, c'est un changement de mentalité. Une armée qui comprend pourquoi elle se bat, une nation qui cesse d'attendre. Mais à ce stade du récit, une question demeure suspendue dans l'air, lourde comme une tempête qui approche. Si cette guerre n'est pas seulement menée par des hommes armés dans le désert, mais aussi par des intérêts invisibles, alors le champ de bataille réel est peut-être ailleurs. Et c'est là que l'histoire bascule vers son point de tension maximal. À ce stade de l'entretien, le ton change. Ce n'est plus seulement une défense, c'est une accusation. Face aux journalistes, le capitaine Ibrahim Traoré ne parle plus uniquement de munitions manquantes ou de stocks vides. Il élargit le cadre, il redéfinit l'ennemi. Et ce faisant, il déplace le centre de gravité de toute la guerre. Ce n'est pas seulement du terrorisme, explique-t-il. C'est une guerre pour nos ressources, une guerre pour nous empêcher de nous développer. Cette phrase marque un basculement. La violence que subit le pays n'est plus présentée comme un chaos sans visage, mais comme un mécanisme, un engrenage où l'insécurité devient un outil pour maintenir une dépendance structurelle. Là où certains voient des attaques isolées, lui voit une stratégie. Là où l'on parle de stabilisation, il parle de contrôle. Selon lui, si le pays parvenait à transformer ses ressources sur place, à donner de la valeur à ce qui sort de son sous-sol, le chômage augmenterait ailleurs, dans des économies habituées à vivre de cette extraction. La guerre devient alors un moyen de retarder une émancipation. Le sol africain reste fertile, mais la récolte est exportée avant d'avoir mûri. Cette lecture du conflit suscite des réactions contrastées. Pour une partie de la population, elle met des mots sur un sentiment ancien, celui d'une guerre sans fin, toujours justifiée, jamais résolue. Pour d'autres, elle inquiète. Car nommer des forces invisibles, c'est accepter que le combat dépasse les frontières nationales. Mais au sein de l'armée, le discours produit un effet immédiat. Traoré insiste sur un point central. La guerre se gagne d'abord dans la tête. Une armée qui ne sait pas pourquoi elle se bat est déjà vaincue. Une armée qui comprend son adversaire, ses méthodes et ses intérêts peut résister, même sous pression extrême. Il décrit une troupe soumise à une contrainte permanente, mais dont le moral reste élevé, non par naïveté, par détermination. Lorsqu'on demande aux soldats s'ils souhaitent que d'autres viennent se battre à leur place, la réponse est nette, non. Ils préfèrent mourir que déléguer leur combat. Ce n'est pas une posture, c'est un état d'esprit. La discipline est présentée comme sacrée. Les chefs qui échouent sont relevés de leurs fonctions, parfois poursuivis, non par vengeance, mais par cohérence. La mission prime, toujours. Dans cette logique, l'échec n'est pas toléré parce qu'il met en danger la collectivité entière. C'est aussi à ce moment que le président évoque les tentatives de déstabilisation interne. Il rappelle que l'année précédente a été marquée par plusieurs tentatives de coup d'État déjouées. Il ne dramatise pas, il constate, et il affirme ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il dit faire confiance au peuple. Cette confiance devient le pilier de sa sécurité personnelle. Il explique que se cacher serait une erreur, que l'opacité nourrit la suspicion. Alors il parle, il s'expose, il explique les choix, les contraintes, les risques. Pour lui, la légitimité ne vient pas seulement des armes, mais de la compréhension collective. À cette confiance populaire s'ajoute un autre facteur clé, la formation idéologique et stratégique des forces. Traoré insiste sur la création d'instituts et d'écoles militaires nationales. Former soi-même, c'est empêcher l'infiltration des esprits. C'est éviter que d'autres définissent les priorités, les peurs et les loyautés. Il le dit sans détour. Si vos soldats sont formés ailleurs, ils penseront ailleurs, ils obéiront ailleurs. La souveraineté commence dans les salles de classe, avant même les champs de bataille. Cette position irrite, elle dérange, elle alimente un climat de tension régionale. Les pays membres de l'AES donnent le sentiment d'être encerclés. Des bases se renforcent chez certains voisins. Des discours sécuritaires se durcissent. L'espace se referme. Mais pour Traoré, cette réaction était prévisible. Toute révolution crée une onde de choc. Ceux qui bénéficient de l'ordre ancien cherchent à le maintenir. Ceux qui hésitent observent. Ceux qui s'engagent doivent accepter l'isolement temporaire. Et c'est précisément à cet instant, au cœur de cette tension maximale, qu'il lâche une phrase énigmatique, presque irréelle, comme un éclat de lumière dans la nuit stratégique. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui apparaîtra. Vous comprendrez. Aucune explication, aucun détail, juste une promesse suspendue. Alors la question n'est plus de savoir si la guerre va continuer ou non. La vraie question devient, qu'est-ce qui est déjà en mouvement ?
mouvement, hors du regard public, et qui pourrait faire basculer tout l'équilibre. Quand une guerre s'éternise, ces cicatrices ne se limitent pas aux lignes de front. Elles traversent les villages, les marchés, les écoles. Elles s'installent dans les silences, dans les déplacements forcés, dans la fatigue collective d'un peuple qui vit sous pression permanente. Au Burkina Faso, la guerre a remodelé le quotidien. Des zones entières vivent avec l'incertitude comme compagne. Les routes ne sont plus seulement des chemins, ce sont des risques. Les récoltes ne sont plus garanties. Les familles s'adaptent, encore et encore, à un présent instable. Pourtant, le discours du pouvoir refuse de s'enfermer dans la posture victimaire. Le président insiste sur une idée centrale. Comprendre le sens du combat change la manière de supporter son coup. Lorsque la guerre est perçue comme imposée, elle écrase. Lorsqu'elle est comprise comme un passage nécessaire vers l'indépendance, elle devient supportable, sans jamais être banalisée. C'est ici que le facteur psychologique devient politique. Traoré explique que, pendant des années, de nombreux officiers ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Ils exécutaient, ils subissaient, ils perdaient des hommes sans vision claire de l'objectif final. Cette absence de sens fragilisait tout l'édifice sécuritaire. Une armée sans boussole finit par tourner en rond. Le changement, selon lui, commence par une réappropriation du récit. Savoir qui attaque, comprendre pourquoi, identifier ce qui est en jeu. À partir de là, la discipline prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement imposée par la hiérarchie. Elle est acceptée comme une responsabilité collective. Mais cette transformation a un prix politique. Une autorité qui affirme une ligne aussi dure doit accepter d'être contestée. Elle doit accepter le risque de fractures internes, de critiques, voire de tentatives de renversement. L'année précédente a été marquée par plusieurs accusations de complot et de tentatives de coup d'État déjoués. Le pouvoir y voit la preuve que la pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Dans ce contexte, la figure du chef de l'État devient centrale. Non pas comme symbole lointain, mais comme point de convergence des tensions. Il est à la fois cible et rempart. Chaque décision est scrutée, chaque parole est amplifiée, chaque silence est interprété. C'est là que le rapport au peuple prend une dimension stratégique. Traoré affirme que sa sécurité repose d'abord sur la confiance populaire. Il parle d'un choix délibéré, expliquer, exposer, dialoguer, refuser la distance. Car selon lui, la peur pousse à l'hésitation, et l'hésitation mène au compromis. Or, dans une guerre de souveraineté, le compromis mal placé est une défaite différée. Cette posture influence directement le climat politique. Elle polarise. Certains y voient une détermination nécessaire, d'autres craignent une concentration excessive du pouvoir. Mais dans les deux cas, une chose est claire, l'ambiguïté a disparu. Le pays est engagé sur une trajectoire assumée, sans demi-mesure. Sur le plan civil, cette clarté produit un effet paradoxal. La pression est lourde, mais le flou recule. Les règles sont connues, les lignes sont tracées. Et dans des sociétés soumises à l'incertitude chronique, la prévisibilité devient une forme de stabilité. C'est aussi dans ce contexte que s'inscrit la référence récurrente à l'histoire africaine. Lumumba, Nkrumah, Sankara, des noms qui agissent comme des balises, pas comme des mythes figés, mais comme des avertissements. Tous ont été confrontés à des ennemis visibles et invisibles. Tous ont payé le prix d'une rupture avec l'ordre établi. En invoquant ces figures, le pouvoir actuel ne cherche pas seulement à s'inscrire dans une lignée. Il rappelle que les menaces ne sont jamais uniquement militaires. Elles sont aussi narratives, médiatiques, intellectuel. Celui qui contrôle le récit peut délégitimer un combat sans tirer une seule balle. C'est pourquoi la bataille se déplace désormais vers un autre terrain, l'information. Les titres, les plateaux, les mots choisis pour décrire un événement. Une marche peut devenir une contestation. Une mobilisation peut être réduite à un désordre. Et inversement. À ce stade, la guerre a donc deux visages. L'un, visible, se joue sur le terrain. L'autre, plus discret, se joue dans l'opinion. Et c'est souvent ce second front qui décide du premier. Car si la population doute du sens du sacrifice, si elle perd confiance dans la direction prise, aucune victoire militaire ne suffira. C'est ce fragile équilibre que le pouvoir tente de maintenir, entre fermeté et adhésion, entre autorité et explication. Et c'est précisément à cet endroit que surgit une question que le président laisse en suspens, mais que tout le pays commence à se poser. Si la bataille des armes est déjà engagée, la bataille des récits, elle, ne fait peut-être que commencer.
commencer. À mesure que le discours du pouvoir se durcit, le regard international change de focale. Ce qui était autrefois présenté comme une crise sécuritaire locale devient, dans certaines chancelleries, un problème diplomatique. Non pas parce que la guerre s'intensifie, mais parce que la trajectoire politique s'écarte. Le président décrit un sentiment d'encerclement, des bases militaires renforcées chez certains voisins, des coopérations sécuritaires qui se multiplient sans inclure les pays de l'Alliance des États du Sahel, des réunions régionales où certains sièges restent vides. Officiellement, il n'est jamais question d'hostilité. Officieusement, le message est limpide. L'isolement est un outil de pression. Dans cet environnement, la relation avec les organisations régionales devient plus complexe. L'AES est présentée comme une confédération, non comme une fédération. Chaque État conserve ses choix diplomatiques. Cette flexibilité est revendiquée comme une force, mais elle est aussi interprétée, de l'extérieur, comme une fragilité exploitable. La rupture avec certains cadres traditionnels de coopération est souvent décrite, dans les médias internationaux, comme un repli. Pourtant, du point de vue du pouvoir, il s'agit d'un redéploiement, une tentative de redéfinir les termes du partenariat. Moins d'assistance conditionnelle, plus d'échanges équilibrés, moins de tutelle, plus de réciprocité. C'est ici que la question des États-Unis apparaît en filigrane, non pas à travers une confrontation directe, mais via le langage diplomatique, les déclarations publiques, les auditions parlementaires et surtout la construction des récits médiatiques. Le président ne parle pas d'un ennemi déclaré, il parle d'intérêt, d'une vision du monde où certaines régions sont censées rester des zones tampons, jamais des pôles décisionnels. Dans ce cadre, Burkina Faso devient un symbole gênant, non pas par sa puissance militaire, mais par l'exemple qu'il pourrait donner. Un État enclavé, sous pression sécuritaire extrême, qui choisit malgré tout de produire, de former, de décider seul. Le risque pour l'ordre établi n'est pas l'échec de cette expérience, mais sa réussite. Les réactions internationales oscillent alors entre prudence et fermeté. D'un côté, des appels au dialogue, à la stabilité, au respect des cadres existants. De l'autre, des signaux discrets, ralentissement de certaines coopérations, mise en garde, narratif alarmiste. Rien d'explosif, tout est feutré, mais l'accumulation pèse. Pour le pouvoir, cette pression confirme une conviction ancienne. La souveraineté n'est jamais accordée, elle se prend. Et plus un pays tente de sortir de son rôle assigné, plus les mécanismes de rappel à l'ordre se déploient. L'encerclement, dès lors, n'est pas seulement géographique. Il est économique, diplomatique, informationnel. Un cercle invisible qui cherche moins à attaquer qu'à épuiser, à faire douter, à retarder. Mais cette stratégie comporte un risque. À force de serrer l'étau, on oblige l'adversaire à innover, à créer ses propres voies, à transformer l'isolement en laboratoire. Et c'est précisément à ce moment que la question la plus dérangeante commence à émerger, bien au-delà des frontières africaines. Si cet encerclement échoue, si le cercle se brise, quel précédent cela créera-t-il pour tous ceux qui observent en silence? À ce stade du récit, la question n'est plus de savoir ce qui s'est passé, ni même ce qui se passe. La question est simple, mais vertigineuse. Où mène cette route? Le pouvoir parle désormais en termes de trajectoire. Non pas une victoire rapide, spectaculaire, mais un chemin long, escarpé, construit sous le feu. Une route que l'on trace pierre après pierre, parfois de nuit, parfois dans la poussière, souvent sous pression. Car la souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un slogan, c'est un processus. Les risques sont nombreux et assumés. Le premier est l'usure. Une guerre prolongée épuise les ressources, les nerfs, la patience collective. Même une population convaincue peut se lasser. Même une armée déterminée peut vaciller si l'horizon se brouille. Le second risque est l'isolement. À force de rompre avec des cadres anciens, le pays peut se retrouver seul face à des défis qui dépassent ses capacités immédiates. Il y a aussi le risque informationnel. Dans un monde saturé de récits concurrents, celui qui ne maîtrise pas sa propre histoire la verra racontée par d'autres, simplifiée, déformée, vidée de ses nuances. La bataille du futur se jouera autant sur les écrans que sur le terrain. Mais à ces risques répondent des opportunités inédites. La première est la construction d'une capacité autonome, produire ses propres outils de défense, former ses propres cadres, penser sa sécurité selon ses réalités. Ce n'est pas seulement une question militaire, c'est un changement de posture, passer de demandeur à décideur, de bénéficiaire à partenaire. La deuxième opportunité est régionale. Si la Confédération parvient à tenir, à coordonner sans écraser, à coopérer sans se dissoudre, elle peut devenir un pont plutôt qu'un mur, un espace où l'intégration se fait par choix, non par contrainte, où la
sécurité n'est pas importée, mais construite. La troisième opportunité est symbolique. Dans un continent souvent décrit à travers ses manques, l'affirmation d'une voix indépendante agit comme une lumière lointaine, faible peut-être, mais visible. Et parfois, il suffit d'une lumière pour que d'autres osent avancer. Le discours du pouvoir insiste sur un point. Il ne s'agit pas de rejeter toute coopération. Il s'agit de refuser la charité déguisée en partenariat, de préférer l'échange au don conditionné, le commerce au secours, le respect à la pitié. Dans cette vision, l'avenir n'est pas garanti. Il est disputé. Il se gagne par des choix difficiles, souvent impopulaires à court terme, mais porteurs de sens à long terme. La route est étroite. Les erreurs seront coûteuses, mais rester immobile l'est davantage encore. Et c'est peut-être là le cœur du message implicite. Attendre est aussi une décision de laisser d'autres tracer la carte. Alors que le pays avance, sans certitude mais sans retour en arrière, une dernière interrogation s'impose. Elle dépasse un homme, un gouvernement, une confédération. Elle s'adresse à tout un continent, et même au-delà. Si cette route, construite dans la poussière et la pression, mène réellement à une récolte, qui osera dire que le pari n'en valait pas la peine? Au terme de cet entretien, une chose devient claire. Il ne s'agissait pas simplement de répondre à des critiques, ni de défendre un calendrier. Il s'agissait de redéfinir le cadre même de la discussion. La guerre n'est plus seulement une suite d'attaques et de contre-attaques. Elle est un révélateur, un miroir tendu à une nation, à une région, à un continent. Ce qui se joue ici dépasse les frontières et les communiqués. C'est une interrogation profonde sur la manière dont les peuples veulent être protégés, gouvernés et regardés. Accepter une sécurité importée au prix du silence ou assumer une voie plus risquée mais choisie. Attendre que d'autres décident ou prendre la responsabilité de tracer sa propre route. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un prophète ni comme un simple gestionnaire de crise. Il se présente comme un homme conscient des dangers, des limites et des erreurs possibles, mais déterminé à ne pas céder sur l'essentiel, la dignité de décider. Qu'on partage ou non sa lecture, son discours oblige à sortir des analyses confortables. Il force à regarder les structures, pas seulement les symptômes. Le pays, le Burkina Faso, se trouve aujourd'hui à un carrefour. La route empruntée est étroite, semée d'embûches, et rien ne garantit qu'elle conduira rapidement à la paix. Mais l'autre option, celle de la dépendance prolongée et de l'instabilité gérée, a déjà montré ses limites. Continuer ainsi aurait été choisir l'immobilisme sous couvert de prudence. L'histoire africaine est riche de tentatives avortées et d'élans brisés. Elle est aussi faite de graines plantées trop tôt dans des sols hostiles, mais qui finissent par germer ailleurs, plus tard. C'est peut-être dans cette temporalité longue qu'il faut inscrire ce moment, non comme une fin, mais comme une étape. La question finale n'est donc pas de savoir si ce pari réussira immédiatement. La vraie question est plus exigeante. Qu'advient-il d'un continent lorsque certains refusent de jouer le rôle qui leur a été assigné? Et que se passe-t-il si, malgré la pression, ils tiennent? Si cette réflexion vous interpelle, si elle résonne avec votre propre vision de la justice, de la souveraineté et de l'avenir, alors ne restez pas spectateur. Abonnez-vous, partagez cette analyse et faites entendre votre voix. Les grandes transformations commencent rarement par des certitudes, mais toujours par des conversations. Car au bout du chemin, ce n'est pas seulement une guerre qui doit finir, c'est une manière de regarder l'Afrique qui doit changer.